Les guerres commencent toujours par des discours et se terminent par des tombes. Mais qui décide que la guerre est nécessaire? Imaginez un instant. Des villes plongées dans la nuit, des sirènes, des missiles traversant le ciel et des millions de vies suspendues aux décisions de quelques dirigeants. Depuis des millénaires, l'humanité répète la même histoire, la guerre. Mais une question demeure, aussi ancienne que la civilisation elle-même. La guerre peut-elle vraiment être juste? Lorsque les grandes puissances s'opposent, comme les United States, Israël et l'Iran, s'agit-il vraiment de défendre la paix ou bien de poursuivre des intérêts invisibles, dissimulés derrière les discours politiques? Aujourd'hui, nous allons interroger la guerre comme le ferait un philosophe, sa légitimité, ses causes cachées et la tragédie humaine qu'elle engendre. Depuis les premières traces de l'humanité, la guerre accompagne l'homme comme une ombre qui ne le quitte jamais vraiment. Elle traverse les siècles, change de forme, de technologie, de discours, mais son essence demeure étrangement semblable. Des hommes organisés qui décident de détruire d'autres hommes. Si l'on observe l'histoire avec un regard philosophique, on découvre rapidement que la guerre n'est pas seulement un accident de parcours, elle apparaît presque comme une constante de la condition humaine. Les grandes civilisations, qu'elles soient anciennes ou modernes, ont toutes connu des conflits, des invasions, des conquêtes. Mais pourquoi? Pourquoi l'être humain, capable de raison, de morale, de compassion, accepte-t-il parfois de participer à la destruction de son semblable? Cette question hantait déjà le philosophe Thomas Hobbes au XVIIe siècle. Dans son célèbre ouvrage « Le Léviathan », Hobbes imagine ce que serait l'humanité sans loi ni institution. Selon lui, dans cet état qu'il appelle l'état de nature, les hommes vivraient dans une condition de méfiance permanente. Chaque individu craindrait l'autre, chaque groupe redouterait la domination d'un autre groupe. Et dans cette atmosphère de peur, la violence deviendrait presque inévitable. Hobbes décrit cette condition par une formule restée célèbre, la guerre de tous contre tous. Il ne voulait pas dire que les hommes se battent constamment, mais plutôt qu'ils vivent dans une situation où la possibilité de la guerre est toujours présente. Cette idée, lorsqu'on la transpose à l'échelle des nations modernes, devient particulièrement frappante. Les États, comme les individus dans l'état de nature, vivent dans un monde où aucune autorité supérieure ne peut réellement les contraindre. Ils possèdent des lois internes, mais à l'échelle internationale, la puissance reste souvent l'arbitre ultime. Ainsi, même dans les sociétés les plus avancées technologiquement et culturellement, la guerre demeure une possibilité toujours latente. Et c'est peut-être là que se révèle l'un des paradoxes les plus profonds de la civilisation. Plus l'humanité progresse dans la science, plus elle perfectionne également les moyens de destruction. Les épées sont devenues des missiles, les armées sont devenues des machines technologiques gigantesques. Mais la question morale demeure la même. Pourquoi les hommes continuent-ils de s'entretuer? Peut-être parce que derrière la guerre se cache toujours une combinaison complexe de peur, d'ambition et d'intérêt. La guerre peut-elle être juste? Face à la réalité de la guerre, les philosophes et les théologiens ont longtemps tenté de répondre à une question fondamentale. Existe-t-il des guerres justes? Peut-on moralement justifier l'acte de tuer au nom d'un idéal politique ou d'une nécessité stratégique? Dans la tradition occidentale, l'un des premiers penseurs à s'être posé cette question est saint Augustin. Pour lui, la guerre n'était pas en soi un bien, elle représentait toujours un mal. Mais dans certaines circonstances exceptionnelles, elle pouvait être tolérée si elle visait à rétablir la justice. Cette idée sera reprise et systématisée par Thomas Aquinas au XIIIe siècle. Selon lui, 3 conditions doivent être réunies pour qu'une guerre soit moralement justifiable. Premièrement, elle doit être déclarée par une autorité légitime. Deuxièmement, elle doit avoir une cause juste, par exemple la défense contre une agression. Troisièmement, elle doit être menée avec une intention morale, c'est-à-dire non pas par désir de domination ou de vengeance, mais dans le but de restaurer la paix. Ces critères semblent raisonnables. Pourtant, lorsqu'on les applique au monde réel, ils deviennent étonnamment difficiles à utiliser. Car chaque camp dans un conflit affirme presque toujours agir pour une cause juste.
Chaque nation se présente comme la défenseur de la sécurité, de la liberté ou de la justice. Ainsi, la notion de guerre juste se transforme parfois en instrument politique. C'est précisément ce problème que soulignait le philosophe Immanuel Kant. Pour Kant, la guerre persiste parce que les États vivent dans une situation comparable à l'état de nature décrit par Hobbes. Ils sont souverains, indépendants, et aucun pouvoir supérieur ne peut véritablement les juger. Dans son texte célèbre « Vers la paix perpétuelle », Kant imagine une solution, la création d'un ordre international fondé sur le droit où les nations accepteraient de limiter leur souveraineté pour éviter les conflits. C'est une idée qui inspirera plus tard des institutions internationales modernes. Mais la question demeure, la morale peut-elle réellement limiter la logique du pouvoir ? Lorsqu'on examine les tensions contemporaines, notamment celles qui impliquent les États-Unis, Israël et l'Iran, la philosophie politique nous invite à dépasser les discours officiels. Dans le langage diplomatique, les conflits sont presque toujours présentés comme des questions de sécurité ou de stabilité régionale. Mais derrière ces formulations se cachent souvent des dynamiques beaucoup plus profondes. Le théoricien militaire Karl von Clausewitz affirmait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Autrement dit, la guerre n'est pas une rupture avec la politique, elle en est simplement l'expression la plus extrême. Lorsqu'un État estime que ses objectifs politiques ne peuvent plus être atteints par la diplomatie, il peut être tenté de recourir à la force. Dans le cas du Moyen-Orient, les tensions sont liées à plusieurs facteurs: rivalité régionale, équilibre des puissances, alliances stratégiques et perception de menaces. Mais ces facteurs ne sont jamais seulement rationnels. Ils sont aussi profondément influencés par la mémoire historique, les identités nationales et les imaginaires collectifs. Une nation ne se bat pas seulement pour son territoire, elle se bat aussi pour une vision d'elle-même, et parfois pour une peur de l'avenir. Pour comprendre la guerre en profondeur, certains philosophes ont tenté de dévoiler les motivations invisibles qui animent les sociétés. Parmi eux, le philosophe Friedrich Nietzsche propose une analyse particulièrement radicale. Selon Nietzsche, derrière les discours moraux se cache souvent ce qu'il appelle la volonté de puissance. Les individus, mais aussi les peuples et les civilisations, cherchent naturellement à étendre leur influence et leur domination. La guerre peut alors devenir l'expression collective de ce désir. De son côté, Karl Marx analyse les conflits internationaux sous un angle différent. Pour Marx, les guerres modernes sont souvent liées aux intérêts économiques. Les États ne se battent pas seulement pour des idées, mais aussi pour des ressources, des marchés et des positions stratégiques. Dans cette perspective, la guerre apparaît comme le prolongement des rivalités économiques. Ainsi, derrière les discours idéologiques, il peut exister des enjeux beaucoup plus matériels. Ressources énergétiques, routes commerciales, influences géopolitiques. La guerre devient alors un instrument au service d'intérêts qui dépassent souvent les populations elles-mêmes. Mais au-delà des théories politiques et des analyses stratégiques, la guerre possède toujours une dimension tragiquement humaine. Chaque conflit, quelle que soit sa justification, se traduit par des vies brisées, des villes détruites, des familles séparées, des générations marquées par la violence. La philosophe Hannah Arendt rappelait que la violence apparaît souvent lorsque la politique échoue. Lorsque le dialogue disparaît, la force devient le langage ultime. Mais la violence possède une logique dangereuse. Une fois déclenchée, elle tend à s'étendre, à s'intensifier, à produire des conséquences que personne n'avait entièrement prévues. C'est pourquoi la décision de faire la guerre est peut-être l'une des décisions politiques les plus lourdes de responsabilité, car ceux qui prennent cette décision ne sont presque jamais ceux qui en subissent les conséquences directes. Face à cette réalité, une interrogation demeure. La guerre est-elle une fatalité de l'histoire humaine, ou bien une construction politique que l'humanité pourrait un jour dépasser ? Certains philosophes pensent que la guerre est inscrite dans la nature humaine. D'autres pensent qu'elle est le résultat d'institutions imparfaites. Mais une chose semble certaine, chaque guerre nous oblige à réfléchir sur ce que signifie être humain. Car derrière chaque stratégie militaire se trouve une question morale simple et terrible. La sécurité d'un État peut-elle justifier la destruction de vies humaines ? Et peut-être que la véritable sagesse politique
consiste précisément à ne jamais oublier cette question. Au terme de cette réflexion, une question demeure, silencieuse mais insistante. La guerre est-elle vraiment une nécessité ou bien l'aveu tragique de notre incapacité à résoudre nos conflits autrement? Depuis des siècles, les nations invoquent toujours les mêmes raisons: la sécurité, la justice, la défense de leurs intérêts. Et pourtant, derrière ces mots se cachent souvent des ambitions, des peurs et des volontés de puissance. Le philosophe Immanuel Kant rêvait d'un monde où les États renonceraient à la guerre pour construire une paix fondée sur le droit. Mais l'histoire semble nous rappeler, encore et encore, combien ce rêve reste fragile. Lorsque les grandes puissances, comme les United States, Israël ou l'Iran, s'approchent du seuil de la guerre, ce ne sont pas seulement des stratégies militaires qui s'affrontent. Ce sont aussi des visions du monde, des peurs collectives, des intérêts invisibles. Mais au milieu de ces calculs politiques, une réalité demeure irréfutable. Chaque guerre, quelle que soit sa justification, se termine toujours par des vies humaines perdues. C'est peut-être là que réside la véritable question philosophique. La puissance d'un État peut-elle réellement se mesurer à sa capacité de détruire, ou bien à sa capacité d'éviter la destruction? Car au fond, la guerre ne révèle pas seulement la violence des nations, elle révèle aussi les limites de notre sagesse. Et peut-être que la tâche la plus urgente de l'humanité n'est pas d'apprendre à gagner les guerres, mais d'apprendre enfin à ne plus en avoir besoin. Peut-on vraiment justifier la guerre pour protéger un pays si cela signifie détruire des vies humaines innocentes? Laissez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.